Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour, vous écoutez Radio Salvetat et aujourd'hui nous recevons une invitée dans Radio Salvetat. Je vous laisse Agnès la présenter. Merci Vincent, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, en effet, aujourd'hui nous recevons en direct de Radio Salvetat Svetlana Bakunova, ressortissante russe, aujourd'hui spécialisée dans la production de plantes aromatiques et par le passé journaliste de télévision. Svetlana Bakunova, bonjour et bienvenue à vous. Nous allons tout d'abord tenter de rappeler et d'expliquer aux auditeurs le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. En effet, Vladimir Poutine a provoqué une nouvelle guerre et a décidé d'envoyer sa puissante armée en Ukraine dans le but de faire tomber son président Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine justifie l'intervention militaire en expliquant que son armée devait défendre 2 régions ukrainiennes qui seraient favorables à la Russie et voudraient se séparer du reste du pays. Ces 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk sont situées dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces 2 régions, alors que le reste du monde les considère comme des entités ukrainiennes. Vous auriez été, Svetlana, par le passé, journaliste de télévision et auriez côtoyé Vladimir Poutine dans les années 90. Vous voulez bien nous en parler, s'il vous plaît? Je pense que je commencerai par le début de votre discours. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord de classifier ce conflit en tant que conflit entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, c'est beaucoup plus de ça. Il s'agit du conflit de la paradigme d'une dictature, d'un paradigme autoritaire, d'un paradigme post-soviétique, voire soviétique, si vous voulez, impérialiste. On peut choisir plein de définitions de toutes sortes qui s'opposent à la paradigme occidental, démocratique, européenne, et encore une fois, on peut utiliser plein de synonymes. Vladimir Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine. Il fait la guerre à nous tous. Il dit que lui, il a le droit d'imposer ses règles. Il dit qu'il a le droit d'annexer les pays, leurs parties. L'Ukraine, c'est le numéro 1 dans une très longue liste. Et je ne suis pas sûre que la France ne fait pas partie de cette liste. Merci. Donc, vous l'avez rencontré dans les années 90, vous le connaissez? Ça, je comprends que cet épisode, il peut être assez médiatisable, mais vraiment, c'est pas la chose la plus importante. Oui, je l'ai vu, je l'ai croisé, parce qu'à l'époque, il était le premier adjoint du maire de Saint-Pétersbourg, où je travaillais pour la chaîne Arte et pour l'équipe de Jérôme Clément. Et ce monsieur-là, il était très connu dès le début, donc d'ailleurs... comment dirais-je, pour nous, tout est clair, pour nous, les Russes d'opposition, et les habitants de la Salvetat savent que ma position était toujours extrêmement anti-Poutine. C'était un voleur, quelqu'un qui a ouvert notre port maritime aux drogues, quelqu'un qui était en tête des casinos clandestins, celui qui était un grand concussionnaire, et rien n'a changé depuis ce moment-là. Merci. Alors, Svetlana Bakunova, quand est-ce que vous êtes arrivée en France et pourquoi? Je me suis arrivée en France en 2013 parce que je me suis mariée avec mon mari qui est citoyen français. Très bien, donc vous n'avez pas fui la Russie? En quelque sorte, oui. Mon fils aîné, par exemple, il est parti de la Russie beaucoup plus tôt que moi avec... une définition de son état très, très claire. Il a dit « je n'ai plus assez d'oxygène ici pour respirer ». Vous dites être très inquiète pour les Occidentaux. Pourquoi? Je pense que le fait d'oublier un peu les vraies valeurs républicaines ou de ne pas assez les défendre, je pense que c'est ce qui peut nous mettre en danger parce que en restant en recherche d'un confort et sans vouloir quitter cette zone de confort, ça permet aux monstres comme mon adorable président de grandir, de devenir puissant et de se croire omnipuissant, tandis que ce n'est pas vrai. Le monde occidental, l'Europe, nous tous, on aurait dû l'arrêter beaucoup plus tôt. Vous pensez qu'on peut plus l'arrêter aujourd'hui? Je ne pense pas. Ça devient de plus en plus difficile parce que
Je connais plus ou moins, si vous voulez, les personnages plutôt qui l'entourent. Il y a 7-10 ans, c'était le public tout à fait différent. C'était toujours les concussionnaires, c'était toujours les gens qui n'étaient pas très honnêtes et très patriotes, parce qu'ils ne pensaient pas aux intérêts du peuple russe, mais au moins c'était les gens qui se vendaient plus ou moins facilement. Maintenant, je trouve, et les politiciens que je lis, que j'analyse chaque jour, ils confirment que ce petit monde où ils se trouvent est composé plutôt des gens, si vous voulez, de type maniaque. Ce sont les gens qui sont très pro-militaires et qui vivent dans leur monde imaginaire, qui n'a rien à voir avec la réalité économique et politique d'aujourd'hui. D'ailleurs, Angela Merkel, donc la chancelière de l'Allemagne, elle l'a constaté il y a déjà plusieurs années. Elle a dit, lui, il n'appartient plus à cette réalité. Ça, vous le savez. Oui. Alors, justement, est-ce que vous pensez que la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne sont potentiellement menacées à terme, proche, on va dire? D'après ce que j'ai lu, après personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un fou, donc ça il faut s'adresser au psychiatre, moi je ne le suis pas, mais on parle plutôt de Moldavie et de Géorgie qui doivent se préparer, si vous voulez. Les gens sont très inquiets, j'ai beaucoup d'amis en Géorgie, j'en ai moins en Moldavie, et je sais que les gens ils font tous les petites valises pour pouvoir se cacher dans les bunkers, dans les caves au cas où, donc les gens sont prêts là-bas. Vous pensez que Vladimir Poutine est capable de se servir de l'arme nucléaire, réellement? Bien sûr, et facilement. Donc déjà, la personne qui n'est plus adéquate, elle peut faire n'importe quoi, parce qu'il ne pense à personne. Votre collègue vient de me demander est-ce qu'il ne pense pas aux Russes qui peuvent être touchés par les traces de cette explosion nucléaire, mais non. C'est ce que je sais sûrement, ce qu'il ne pense pas aux Russes, c'est la seule chose que je sais absolument sûrement. Après, aujourd'hui, cette nuit-là, si je ne me trompe pas, il y avait cette tentative de brûler, d'exploser en fait la plus grande station nucléaire européenne qui se trouve en Ukraine, pardon. Ouais, en Ukraine. Et c'est pas Tchernobyl, c'est une autre. Et donc, si cette tentative réussira. Donc les conséquences, elles sont évidentes pour tout le monde. Donc je pense que c'est la réponse à votre question. Ouais, mais pour la Russie aussi, du coup, c'est ça que je ne comprends pas. Tout le monde va être touché. Et alors? Les psychopathes, ils n'ont pas d'empathie. Mais lui aussi peut être touché. Enfin, voilà. Les psychopathes, elles n'ont pas peur de mort. Bon. Alors, dans le monde entier, des mesures de sanctions tombent jour après jour pour affaiblir l'économie de la Russie. Les espaces aériens sont fermés et les liens commerciaux sont rompus. Alors que le 28 février, 33 000 tonnes de gasoil russe ont été déchargées à la raffinerie Total à Donge, en Loire-Atlantique. Ce gasoil vient de Primorsk, situé au nord de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est ce que je viens de dire. Depuis déjà longtemps, on se cachait de la réalité des choses et on ne voulait pas envisager cette situation que nous avons maintenant. Il fallait avancer beaucoup plus tôt sur ce chemin de la vie sans le gaz russe et sans le pétrole russe, c'est tout. Ouais, alors, est-ce qu'on peut plus faire sans ce gasoil, sans ce pétrole russe? Aujourd'hui, est-ce que la France n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les Russes? D'après ce que je sais, si. Il y en a des choix. Après, il faudra passer par une certaine période de transition et peut-être qu'il faudra sacrifier certaines sommes, si vous voulez, mais ce n'est que l'argent. Tandis que maintenant, on paye cette situation avec les morts des enfants d'un pays indépendant et libre européen à propos. Je parle de l'Ukraine. On va en parler. Aujourd'hui, les athlètes russes et biélorusses ont été exclus des Jeux paralympiques de Pékin. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je travaille dans le monde caritatif depuis des dizaines d'années. J'ai été en pleine action caritative encore en Russie. Et donc ici, si vous voulez connaître ma vision des choses, absolument, c'est pour ça on parle des gens à l'état d'handicap, etc. Ça, c'est triste peut-être, mais globalement, non. Je suis contente de cette décision. Parce que maintenant, il s'agit de la sensibilisation de la population russe. Malheureusement pour nous, je pense que les sondages sociologiques, ils ne nous trompent pas. Je pense que la moitié au moins des Russes, ils restent solidaires avec Vladimir Poutine, en restant la victime de propagande incroyable dont nous sommes victimes. Donc, couper tous les liens économiques, créer les problèmes avec les iPhones, avec le gasoil, avec les salaires, avec le sport, avec les concerts, avec les paralympiques, avec les olympiques tout court. Toutes les armes sont bonnes pour dire aux Russes, il faut commencer à réfléchir. Merci. Vincent, il me semble que vous aviez une question à poser. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, Svetlana, par rapport à ce climat en Russie, par rapport à vos contacts, comment se comporte le peuple si des manifestations ont eu lieu comme à Saint-Pétersbourg, on a pu en entendre parler, que le peuple finalement russe est muselé, ou est-ce qu'il a une petite marge de manœuvre qui est peut-être une solution au conflit ? En fait, nous avons commis la même faute que l'Europe. L'Europe, elle cherchait son confort. La Russie, elle cherchait en quelque sorte, le peuple russe, il cherchait aussi son confort. C'est pas un grand secret, les prix du pétrole, il était très élevé. Qu'est-ce que vous entendez par confort ? Confort matériel, confort physique, manger bien, aller dans les petits restos, changer les voitures, porter des jolis habits, voyager un peu, avoir des bons médecins, c'est ça le confort. Et donc, on n'a pas voulu voir, c'est ce que vous dites. C'est ça, on était tellement bien dans nos petits restos avec nos petits cafés à la main, donc pourquoi il faut sortir de cette zone ? Pourquoi il faut penser à ces cons russes ou ukrainiennes qui crèvent là-bas ? C'est pas grave tout ça. Et donc la Russie, elle a passé par cette étape aussi, parce qu'on était très bien payé, il y avait beaucoup d'argent, c'était l'argent de pétrole. Au moins dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg, où je travaillais, la vie était matériellement, financièrement parlant, elle était très belle ces dernières 15 ans peut-être, de 2000 jusqu'à 2014 précisément, jusqu'à l'année de l'annexion de la Crimée. Et donc, c'est une seule chose, on était achetés tout simplement par cet argent qui circulait librement et qui payait notre silence, si vous voulez. Mais il faut dire aussi qu'il y a une grande et longue tradition d'absence de toute liberté. Parce que si vous pouvez étudier au moins notre ami Wikipédia, et si vous verrez la quantité des victimes parmi les civils pendant le XXe siècle en Russie, vous verrez les chiffres qui sont absolument hallucinants. Ce sont des dizaines de millions de gens qui étaient tués déjà dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi surtout par Staline. Ça veut dire que les gens qui étaient capables de dire non, qui étaient capables d'aller sur les barricades et qui étaient capables de lutter pour leur liberté, il était tué, la société était décapitée. Donc je ne suis pas très critique par rapport à mon peuple, je suis très compatiente et je pense que c'est une grande et longue maladie qui sera très dure à traiter pendant des dizaines d'années, comme celle des Allemands aux années 30-40 du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Svetlana, selon vous, là, aujourd'hui ? Je pense que maintenant, déjà, c'est très bien de réaliser les actions humanitaires. Donc, pour ça, je vous invite de contacter les associations ukrainiennes. Je pense que la radio Salveta nous aidera à distribuer leurs contacts. Si vous voulez faire votre don, un colis ou quelque chose, nous pourrons préciser la liste des vraies nécessités des Ukrainiennes. Je pense que nous pourrons, nous, le prix du roi ou peut-être la mairie participera, nous pourrons organiser un local où les gens peuvent laisser ce qu'ils veulent passer aux Ukrainiennes, mais c'est surtout la pression sur les politiciens qui est nécessaire aujourd'hui. La nécessité numéro 1 des Ukrainiennes, c'est de les aider à protéger leur soleil, leur ciel, pardon. Il faut fermer le ciel ukrainien, il faut le défendre contre les avions russes. À force de bombarder les stations nucléaires et les objets de l'infrastructure, etc., l'armée russe crée les dégâts qui sont très durs pour les Ukrainiens, mais qui sont aussi très dangereux potentiellement pour toute l'Europe. Encore une fois, regardez cet exemple avec les stations nucléaires d'aujourd'hui.
Vous avez de la famille en Ukraine ou des amis, tout simplement? J'ai beaucoup travaillé avec les Ukrainiens. J'ai mon partenaire de mon business qui est maintenant dans le bunker avec son petit-fils malade à Kiev. Et chaque matin, je commence ma journée en appelant à lui, en disant « Est-ce que tu es vivant ?» Je ne souhaite à personne cette sensation. Vincent? Oui, Svetlana, j'avais une question. Est-ce que vous auriez un conseil à transmettre pour les jeunes et pour la nouvelle génération qui sortent d'une crise Covid, une crise sanitaire difficile et qui maintenant se retrouvent face à un conflit international À une guerre, ouais. Je l'avais nommé conflit, c'était pour un petit synonyme tout à l'heure. On vient de parler avec Vincent de notre ami Aristote qui nous a donné toutes les recettes, tous les conseils depuis déjà plusieurs centaines d'années, voire milliers. Il a dit un jour qu'il y a un grand danger de profanation de l'idée républicaine et la démocratie, elle peut être très facilement remplacée par, Vincent, aidez-moi à prononcer ce mot s'il vous plaît. L'ochlocratie. Voilà. La différence est que quand la volonté du peuple est formulée et annoncée, ça doit être la volonté d'un peuple conscient, éduqué, curieux, solidaire et intelligent. La foule, elle ne génère que des mauvaises solutions. Soyons intelligents, soyons conscients, soyons solidaires. On ne vote pas pour les politiciens qui soutenaient Vladimir Poutine pendant des années. Ce sont ou les gens qui sont payés par M. Poutine, ou les gens qui ne sont pas intelligents. Attention. Ça irait jusque-là, payé par M. Poutine. Tout le monde sait que Mme Le Pen, par exemple, elle était largement créditée par le gouvernement de Poutine. Il y a les documents qui le prouvent. Merci. Hier soir, au téléphone, vous me confiez que vous souhaitiez éventuellement rejoindre une association humanitaire pour pouvoir aider au plus près les Ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, donc, il y a, j'ai essayé déjà de formuler, je le répète, donc déjà, il y a la piste de l'aide humanitaire. Oui. Je ne suis pas prête à lire toute la liste est assez longue, mais c'est surtout les médicaments, tout ce qui est hygiénique et tout ce qui est pile, torche, etc., tout ce qui peut éclairer. Il y a aussi les produits tout à fait spécifiques qui peuvent exister dans notre coin qui est le coin des chasseurs. Parce qu'il faut avoir les appareils de la nocturne, de la vision nocturne, etc. D'accord. Donc tout ça, il y a des listes qui peuvent être distribuées par les associations ukrainiennes où nous pouvons les publier. Il faut décider. Il faudrait voilà. qu'on puisse les publier. Premièrement. Sur Deuxièmement, presque presque 1 million des Ukrainiennes, ils ont quitté leur maison. Tous ces gens-là, ils cherchent les nouvelles maisons et la nouvelle possibilité d'exister. Donc, pour le moment, accueillir, voilà. Peut-être que bientôt il s'agira de cette nécessité. Pour le moment, je sais que la Pologne, l'Allemagne et d'autres pays, ils essaient d'amortir, les pays qui sont plus proches de l'Ukraine, je veux dire, ils essaient d'amortir cette grande exode des réfugiés. Mais ça commence déjà à arriver chez nous et je sais qu'à Montpellier. À Lyon, à Montpellier, il y a beaucoup de familles qui cherchent les maisons et la possibilité de se sauver. Et troisième piste, pour moi, encore une fois, la plus importante peut-être ça ne vous semble pas logique, mais pour moi c'est ça, c'est de mettre la pression sur les politiciens qui doivent prendre la position plus active et plus, plus réactif. Qui doivent aider l'Ukraine à se défendre. Parce qu'on ne défend que l'Ukraine, on défend notre liberté et notre indépendance et les valeurs européennes. Pour moi, c'est comme ça. Merci Svetlana. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter, mais que ça s'arrête très vite et que chacun, et ensemble, d'entre nous, puisse reprendre une vie à peu près normale, même si les traces vont rester. Les traces vont rester pour des dizaines d'années et l'Europe ne sera plus jamais la même. Je vous remercie de votre intervention et à très bientôt pour une toute nouvelle émission, mais qui concernera votre fonction. Merci pour votre solidarité et merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Bye bye.